qui sont capables de manipuler cette information, que nous sommes dans cette dérive information absolument majeure. Par ailleurs, je le dis en France, je le rappelle devant cette commission, la seule issue crédible reste, à mon sens, la solution à deux États. Il s'agit de créer un État israélien et un État palestinien vivant côte à côte avec des garanties de sécurité. Et la seule perspective politique qu'on connaisse dans cette région, c'est la reconnaissance de l'État palestinien qui réaffirmerait les droits du peuple palestinien à l'autodétermination, qui redonnerait dans un monde de sidération, d'effroi, de chaos. Il faut de la continuité, de l'engagement dans la gestion des crises. On le voit à Gaza, là aussi, nous avons adopté plusieurs tons, plusieurs stratégies. Nous ne pouvons pas avoir sur des crises aussi graves un intérêt à éclipse qui alterne entre compassion, engagement et indifférence. Nous devons là aussi, si l'on veut être efficace et peser véritablement, être cohérent dans notre engagement. Il s'agit de donner une chance à la paix en reconstruisant le cadre politique face à ce qui ressemble chaque jour davantage, il faut le dire fortement, à une guerre sans fin. On ne voit plus aujourd'hui ni les objectifs militaires, et bien évidemment certainement pas les objectifs politiques qui sont derrière la poursuite de cet engrenage. Alors, il ne faut pas accepter aucune forme d'ambiguïté face à ce qui se passe à Gaza. Dans sa brutalité, dans son impasse, dans son extension, il est le résultat, dans la période qui s'est ouverte après le 7 octobre, d'une attaque terroriste du Hamas qu'il faut condamner sans ambiguïté et qui est aujourd'hui à la source d'une catastrophe humanitaire qui frappe des dizaines de milliers de civils et qui détruit les infrastructures. Mais aujourd'hui, on le voit, ce conflit déborde Gaza, touche la Cisjordanie, le sud du Liban, la Syrie, l'ensemble de la région et pourrait conduire à une escalade avec l'Iran. Donc la poursuite de l'intervention israélienne dans ce contexte, en dehors de toute stratégie militaire et en l'absence de tout objectif politique, autre que celui d'un départ des populations palestiniennes et d'un grignotage du territoire gazaoui, ne fait qu'accroître le drame humanitaire avec la reprise du blocus au mépris total des populations civiles et, il faut le rappeler aussi, de la vie des derniers otages. La seule issue crédible reste, à mon sens, la solution à deux États. Il s'agit de créer un État israélien et un État palestinien vivant côte à côte avec des garanties de sécurité, ce que ne cesse de rappeler la diplomatie française depuis longtemps. Or, cette solution, elle est aujourd'hui activement contrecarrée par le gouvernement israélien et par l'administration américaine. Le plan Trump Riviera en Gaza a servi de diversion utile, plan tout à fait farfelu, qui envisage, comme vous le savez, la reconstruction d'un Gaza débarrassé de ses habitants, démilitarisé, mais sans souveraineté réelle, qui constitue donc une impasse à la fois morale et politique. Il est, ce plan, d'autant plus utopique qu'il ne répond à aucune des revendications des Palestiniens. Il est dangereux car il légitime le fait accompli et enterre la perspective d'un État et le droit d'une population à s'autodéterminer. Et il est illégal également par le déplacement forcé de populations entières. Dans ce contexte, il y a deux questions, à mon sens, qui se posent. D'abord, la question de la reconnaissance de l'État palestinien, et le président de la République, sur place, et je salue cette visite, auprès du maréchal El-Sisi, du président égyptien, avec le roi de Jordanie, a pu mesurer, en s'approchant de la région de Gaza, à quel point le désastre humanitaire était important, et à quel point, aujourd'hui, la véritable raison de ce désastre, c'est l'engrenage de la violence. Et la seule issue pour empêcher cet engrenage de la violence, eh bien, c'est de transformer cette violence en perspective politique. Et la seule perspective politique qu'on connaisse dans cette région, c'est la reconnaissance de l'État palestinien qui réaffirmerait les droits du peuple palestinien à l'autodétermination, qui redonnerait une légitimité politique à l'autorité palestinienne et qui ouvrirait la voie ou qui suivrait une conférence internationale. Vous savez que cette conférence, elle est fixée pour le mois de juin dans le cadre de l'ONU. Il y a donc aujourd'hui une perspective qui est ouverte, qui est malheureusement encore lointaine, mais qui est ouverte pour le mois de juin dans une conférence copilotée par l'Arabie saoudite et la France. En attendant, nous ne sommes pas sans capacité d'agir, et là aussi, comme pour chaque crise, nous devons être capables de nous mobiliser avec fermeté, et nous savons tous que nous disposons d'outils
dans le cadre européen pour remettre les choses d'aplomb, qu'il s'agisse des leviers en matière de coopération comme l'accord d'association Union européenne-Israël ou qu'il s'agisse de mesures spécifiques face à l'intensification de la politique de colonisation en Cisjordanie. J'ai été déjà trop long, Monsieur le Président, donc je m'arrête là. Mais à lire vos prises de position ou à écouter vos discours, une question demeure. À quoi précisément dites-vous oui? Ancien Premier ministre de droite, applaudi aujourd'hui par la gauche radicale à la fête de l'UMA, gaulliste autoproclamé, mais étonnamment discret sur l'activisme religieux, j'y reviendrai, et politique de certaines puissances du Golfe. L'ambiguïté semble être devenue finalement une marque de fabrique. Je termine par là. C'est le droit international, vous l'avez rappelé. Le droit international doit constituer notre référence. Il ne s'agit pas de considérer que la puissance, c'est la possibilité de tout faire dans un illimitisme qui est aujourd'hui celui des Américains. Et le deuxième pilier, il est temps que la France y revienne, c'est l'exigence de justice. Nous ne pouvons pas embarquer, nous ne pouvons pas convaincre, et c'est une des raisons de la désaffection des Africains pour nous, sans être respectueux et exemplaires sur la question de la justice. Et là, nous avons, au Proche-Orient et dans d'autres régions, la possibilité de reprendre langue, de recréer notre unité autour de ces principes fondamentaux qui permettent à la France, effectivement, de redevenir elle-même. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. En 2012, une enquête du journal Le Point a révélé que vous aviez pour client le Qatar Luxury Group, fonds d'investissement personnel de l'épouse de l'émir du Qatar. À Sciences Po, vous avez été le tuteur de Maïssa Al-Thani, fille de l'émir, qui vous surnommait selon plusieurs médias mon second père. Vous avez par ailleurs évoqué le 22 novembre 2023 dans l'émission Quotidien, je cite, « une domination financière sur les médias et la musique aux États-Unis », propos qui relèvent d'une rhétorique complotiste qui ont été d'ailleurs largement condamnés, y compris par des membres de votre ancien parti politique. Enfin, vos récurrentes saillies anti-israéliennes, comme par exemple la reprise du terme génocide qui constitue pourtant une contre-vérité factuelle et juridique, vous a valu en septembre 2024 un plébiscite de l'agence de presse Quds News Network, proche du Hamas, et un rapprochement réel avec l'extrême gauche antisémite. Ma question est donc la suivante. Votre proximité avec le Qatar influence-t-elle votre positionnement politique et ne pensez-vous pas que la calomnie fondée sur l'inversion accusatoire entre le Hamas, mouvement terroriste islamiste, et Israël, pays démocratique, contribue à alimenter la haine des Juifs dans notre pays? Merci. D'abord parce que nous savons aujourd'hui que la question du Qatar ne se pose pas quant à moi. Mais nous savons qu'elle se pose quant au Premier ministre israélien et à son entourage. Et nous savons que c'est une des raisons pour laquelle l'offensive judiciaire menée par M. Benjamin Netanyahou a été lancée. C'est la question de l'influence du Qatar sur les décisions prises par le Premier ministre. En ce qui me concerne, je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien avec aucun fonds qatari et je n'en ai jamais eu. On voit bien par contre l'intérêt de ceux qui lancent ce type de rumeurs, de les faire prospérer pour discréditer une parole qui, dans certains cas, serait susceptible de déplaire. En ce qui concerne le génocide, alors là je m'inscris en faux, je vous invite à rechercher dans vos fiches, à demander à vos attachés parlementaires de faire un travail sérieux. Je n'ai jamais employé ce terme. Jamais. De la même façon que j'ai toujours condamné l'attentat terroriste, les attentats terroristes du 7 octobre. En ce qui concerne la domination financière, alors là je persiste et je signe, si la domination financière ne s'exerce pas aux États-Unis sur les médias, je crois qu'il faut arrêter la politique tout de suite. Parce qu'il suffit de regarder le Washington Post, il suffit de regarder X, on voit bien que c'est bien parce qu'il y a des grands capitaines oligarques d'industrie qui sont capables de manipuler cette information que nous sommes dans cette dérive information absolument majeure. Par ailleurs, je le dis en France, je le rappelle devant cette commission, 90% de la presse quotidienne en France est tenue par 10 milliardaires. 90%. Et 55% de la presse audiovisuelle et 45% des plateformes numériques. Alors je veux bien que pour des raisons idéologiques, on refuse de voir la vérité, mais il n'y a pas de politique qui puisse commencer sans regarder la vérité en face. Et c'est le départ d'une action raisonnée. Merci pour ces premières réponses. Billon, Monsieur le député, très bien. Je passe la parole à Monsieur Stéphane Rambaud. La diplomatie risque souvent, à travers la vision très large qu'elle a pour objectif d'avoir,
de donner le sentiment de s'éloigner des préoccupations des gens, de s'éloigner des préoccupations quotidiennes, des préoccupations concrètes, comme on dit. Je crois que c'est pour cela que la diplomatie ne doit jamais oublier sa part humaine, la part d'humanité qu'il y a derrière un conflit. Et c'est pour cela qu'il ne suffit pas de faire du tourisme diplomatique, comme on le voit trop souvent, de s'approcher d'un certain nombre de crises pour ne pas poser d'actes politiques. Et c'est ce qui me gêne personnellement, même si je salue la visite du président de la République dans la proximité de Gaza, je salue sa volonté de renouer les fils diplomatiques avec l'Égypte, avec la Jordanie, mais je crois qu'il faut aller plus loin et qu'il faut faire de la politique. Et moi, c'est là où je crois que la diplomatie, c'est de faire de la politique, c'est-à-dire de changer les paramètres de la réalité sur le terrain. Et c'est pour cela que je le redis, reconnaître aujourd'hui l'État palestinien, ça fait bouger les lignes. Ça modifie l'équation sur le terrain parce que ça montre la détermination irréversible de la France et de l'Europe à s'engager véritablement dans ce sens. Et ça montre qu'il y a une autre voie que la violence et que la mort au bout du chemin pour les populations palestiniennes. Donc ça redonne un espoir. Et vous n'imaginez pas à quel point cela changerait le regard d'une très large partie de la communauté internationale, qui n'en peut plus jour après jour de s'interroger sur les raisons qui conduisent à la perpétuation de cette violence, qui apparaît aujourd'hui sans raison, mais sans raison, S'il vous plaît, sans raison autre, s'il vous plaît, sans s'il vous raison, plaît. sans raison S'il vous plaît. autre qu'aujourd'hui, que la recherche d'une dissuasion qui a été restaurée, et donc la raison a disparu, et aujourd'hui sans autre raison que la revanche ou une volonté d'éradication de la population palestinienne, qui n'est évidemment acceptable par personne dans la communauté internationale. Merci. Je donne la parole à présent. Terminé. Oui, je me permets quand même préciser, d'insister. Je dis bien sans raison. C'est aujourd'hui le sentiment qui se répand de plus en plus en Israël, et c'est la raison pour laquelle tant d'Israéliens manifestent jour après jour pour réclamer un peu de raison dans ce conflit. S'il vous plaît, le rôle que chacun pose. Dans cette vidéo, Stéphane Rambaud s'exprime sur le conflit israélo-palestinien et refute fermement les accusations de lien avec le Qatar ou d'hostilité envers Israël. Il condamne donc les attaques terroristes du Hamas, mais alerte sur les conséquences humanitaires de la riposte israélienne à Gaza. Il dénonce donc le plan Riviera Gaza comme une négociation du droit des Palestiniens à disposer d'un État. Rambaud appelle à une diplomatie fondée sur la justice, la reconnaissance de la Palestine et le respect du droit international. Cette intervention pose des questions essentielles. La France doit-elle reconnaître unilatéralement l'État palestinien? Est-ce que les médias influencent-ils notre perception du conflit? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos d'actualité politique.